À 3h14 du matin, le 14 décembre 1939, le colonel Alexandre Dolgenkov était assis dans une tente de commandement glacée à Loimola, en Finlande, tentant de rédiger un rapport qui ait un sens. 41 ans, 18 ans dans l'armée rouge, 3 campagnes. Il n'avait jamais écrit un rapport comme celui-là. Dehors, son régiment avait disparu. La 18e division de fusiliers avait envoyé 1200 hommes dans la forêt au crépuscule de la veille. À minuit, 340 étaient revenus. Les autres se trouvaient quelque part dans l'obscurité. Morts, blessés, gelés. Certains couraient encore. Dolgenkov n'avait vu aucun soldat finlandais de toute la nuit. Ces hommes avaient été abattus depuis des positions qu'ils ne pouvaient pas localiser, débordés par des forces qui ne laissaient aucune trace dans la neige, surpris en embuscade à des points qu'ils avaient déjà nettoyés. L'armée finlandaise avait surgi de la forêt et s'y était évanouie. Pas de cris, pas de charge, pas de drapeau. Il écrivit 4 mots en haut de la page de son rapport. Il les raya. Il les écrivit à nouveau. Ils ne sont pas humains. 542 tirs confirmés. C'était le bilan d'un seul tireur d'élite finlandais, opérant seul, en 98 jours. Mais Dolgenkov ne connaissait pas encore Heiha. Il ne savait que ce qui arrivait à son régiment. Et ce qui arrivait à son régiment n'avait aucune explication qu'il pût coucher en langage militaire officiel. Ce n'est pas l'histoire de la victoire de la Finlande. Cette histoire est bien connue. C'est l'histoire de ce que les commandants soviétiques ont vu, ressenti et écrit durant les mois qui précédèrent leur compréhension qu'ils combattaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant. Les rapports qu'ils envoyaient à Moscou, le langage auquel ils recouraient lorsque la terminologie militaire standard s'avérait insuffisante, l'effondrement psychologique d'une armée qui arriva avec tout et s'enfonça dans une forêt qui la détruisait un soldat à la fois. C'est l'histoire d'un colonel qui tenta de mettre en mots ce qu'aucun document militaire n'était conçu pour décrire. Alexandre Dolgenkov naquit en 1898 à Voronej, une ville du centre de la Russie, à 500 km au sud de Moscou. Son père était cheminot. La famille n'avait rien. Dolgenkov rejoignit l'armée rouge en 1921 à l'âge de 23 ans, attiré non par l'idéologie, mais par la promesse d'un uniforme, c'est de nourriture et d'une structure. Il était compétent. Il progressa régulièrement. En 1935, il commandait un régiment de fusiliers dans le district militaire de Leningrad. En 1939, son régiment était positionné près de la frontière finlandaise. Il savait que la Finlande était la prochaine. Tout le monde dans le district militaire de Leningrad le savait. Les directives politiques arrivaient depuis des semaines. La Finlande était un État bourgeois hostile. La Finlande abritait des éléments anti-soviétiques. La Finlande représentait une menace stratégique pour Leningrad qui ne se trouvait qu'à 32 km de la frontière finlandaise. Quelque chose allait se produire. Le 30 novembre 1939, l'Union soviétique attaqua la Finlande sur un front de 1300 km. La force d'invasion comptait environ 450 000 soldats dans la première vague. C'est 1500 chars, 3000 avions. Le commissariat du peuple à la défense prédit que la résistance finlandaise s'effondrerait en 9 à 12 jours. L'ensemble de l'armée permanente finlandaise au déclenchement de la guerre comptait 300 000 soldats. Parmi eux, 250 000 étaient des réservistes mobilisés dans les semaines précédentes. Beaucoup arrivèrent donc sans vêtements d'hiver appropriés. Leur force aérienne comptait 114 appareils. Leur force blindée se composait de 32 véhicules obsolètes. Ils ne disposaient d'aucun canon anti-char en nombre significatif. L'armée rouge surpassait les forces finlandaises en chars dans un rapport de près de 100 pour 1. Le régiment de Dolgenkov franchit la frontière le 1er décembre. Le premier jour fut presque paisible. Des routes enneigées, de la forêt de pins des deux côtés. Aucun soldat finlandais visible nulle part. Ces éclaireurs progressèrent en avant, ne trouvèrent rien. Le régiment avança de 14 km sans contact. Il écrivit dans son journal ce soir-là « L'ennemi s'est retiré, la population a fui.
Nous traversons un pays vide. Il avait tort. Le pays n'était pas vide. Il observait. La doctrine défensive finlandaise n'avait pas été conçue par un général assis derrière une table de cartes. Elle avait été conçue par le paysage lui-même. La Finlande, en décembre 1939, était un pays de forêts si denses que la visibilité entre les arbres se mesurait en mètres, non en kilomètres. Des lacs et des rivières gelées suffisamment solides pour être parcourus à pied, mais également gelés en obstacles qui canalisaient dans les mouvements, imposèrent des routes, créaient des zones d'abattage naturel. Il y eut des températures qui descendaient à moins 40 degrés Celsius à l'intérieur des terres. Une obscurité qui durait 18 heures par jour au nord d'Helsinki. Les soldats finlandais avaient grandi dans ce paysage. Beaucoup d'entre eux chassaient dans ces forêts depuis l'enfance. Ils savaient qu'un homme se déplaçant dans la neige produit un son spécifique. Ils savaient que la vapeur du souffle par un froid de moins 30 degrés s'élève en une colonne visible pouvant être aperçue à 200 mètres. Ils savaient qu'une colonne de camions soviétiques progressant sur une route forestière la nuit allumait ses phares parce que les conducteurs soviétiques ne pouvaient naviguer sans eux. Ils savaient qu'un soldat soviétique en capote était habillé pour l'hiver russe, non pour l'hiver finlandais. Ce n'est pas la même chose. L'armée finlandaise avait développé, dans les années précédant la guerre, une philosophie tactique qui traduisait ses avantages naturels en doctrine. On l'appelait le moti, le mot finnois désignant 1 mètre cube de bois de chauffage. La tactique était simple, laisser les colonnes soviétiques avancer sur les routes, les laisser pénétrer profondément en territoire finlandais, puis couper la colonne en sections isolées, encercler chaque section, empêcher le ravitaillement, attendre. Une colonne découpée en sections ne peut pas avancer. Elle ne peut pas reculer. Elle ne peut pas être ravitaillée par la route parce que les soldats finlandais contrôlaient la forêt des 2 côtés. Elle ne peut que rester sur place et mourir. La forêt faisait le reste. Le régiment de Dolgenkov rencontra son premier moti le 6 décembre. Et son bataillon de tête avait avancé le long d'une route forestière au nord-est de Loimola lorsque des forces finlandaises abattirent simultanément des arbres en travers de la route en 3 points, à l'avant et à l'arrière. Le bataillon s'étirait sur 800 mètres. Les barrages d'arbres scellèrent les 2 extrémités en moins de 4 minutes. Lorsque des soldats soviétiques tentèrent de pousser à travers la forêt pour dégager les barrages, des fusiliers finlandais qui avaient été allongés, immobiles dans la neige pendant 6 heures, ouvrirent le feu depuis des positions situées à 50 mètres de la route. Le commandant de bataillon contacta Dolgenkov par radio. Le colonel ordonna une percée vers l'est, à l'écart de la route, dans la forêt. La force de percée composée de 200 soldats entra dans les arbres. Les soldats finlandais se retirèrent devant eux, invisibles, tirant depuis des positions qui ne semblaient jamais être occupées 2 fois. La force de percée progressa de 400 mètres dans la forêt. Puis, elle s'arrêta. Elle ne pouvait pas trouver l'ennemi. Elle ne pouvait pas retourner sur la route. Elle ne pouvait pas avancer. Le rapport de Dolgenkov au quartier général de la division ce soir-là décrivit la situation en langage militaire précis. Il énuméra les positions. Il estima les effectifs ennemis. Il nota les pertes. Ce qu'il n'inclut pas dans le rapport officiel, c'est ce qu'il écrivit dans son journal personnel. Les hommes ont peur de la forêt. Non des soldats finlandais, de la forêt elle-même. Ils ne comprennent pas pourquoi ils meurent. Ils entendent des coups de feu et des hommes tombent, mais ils ne voient rien. Ils tirent dans les arbres et rien ne se passe. La forêt absorbe tout ce que nous lui envoyons et ne rend rien. Il décrivait quelque chose que les commandants soviétiques sur l'ensemble du front vivaient simultanément, bien qu'aucun d'eux ne le sût encore. Les rapports qui affluaient vers le quartier général du district militaire de Leningrad et de là vers Moscou décrivaient une réalité tactique pour laquelle la doctrine militaire soviétique n'avait aucun cadre de traitement. L'armée rouge de 1939 était construite pour un autre type de guerre. Elle avait été entraînée à combattre en terrain découvert.
Sa doctrine s'articulait autour de la masse, de l'armure, de la supériorité aérienne, de la préparation d'artillerie suivie de l'assaut d'infanterie. Ces doctrines fonctionnaient dans les plaines d'Ukraine, auxquelles fonctionnaient contre des forces qu'on pouvait voir, fixer et détruire. Elles ne fonctionnaient pas contre un ennemi qui opérait en forêt dense, qui ne présentait jamais de ligne fixe, qui attaquait en se fondant dans le terrain et en tirant depuis l'invisibilité. Le soldat soviétique dans les forêts de Finlande n'était pas seulement surpassé au combat, il était surpassé en adaptation. Il arrivait vêtu d'une capote conçue pour des températures russes de moins 15 degrés. Les températures finlandaises en décembre 1939 atteignirent moins 40 à l'intérieur des terres. Ses bottes étaient en cuir. Ses rations nécessitaient une cuisson sur des feux ouverts. Son char était conçu pour des opérations en steppe ouverte et devenait impuissant dès qu'il quittait la route dans la forêt finlandaise. Et son artillerie nécessitait des lignes de tir dégagées. Il n'y en avait pas. Ses avions nécessitaient des cibles identifiables. Les Finlandais étaient sous les arbres et les Finlandais portaient du blanc. Ce détail apparaît dans davantage de rapports soviétiques, de comptes rendus d'après-action de la guerre d'hiver, que presque tout autre. Des soldats soviétiques en écrivirent. Des officiers soviétiques en rendirent compte. Des commandants soviétiques y firent référence dans des dépêches qui ont depuis été déclassifiées et étudiées par des historiens militaires. Les soldats finlandais étaient invisibles, non pas par magie, mais parce qu'ils portaient des blouses blanches sur leurs uniformes et s'allongeaient dans la neige. Les soldats de l'armée rouge portaient du brun ou du kaki. Dans la forêt, en décembre, en Finlande, la différence entre le brun et le blanc était la différence entre visible et invisible. Dolgenkov réquisitionna un camouflage blanc pour son régiment le 9 décembre. La demande fut traitée par l'intendance du district militaire de Leningrad. Elle fut refusée. Le tissu blanc n'était pas un article de dotation standard. Le système d'approvisionnement n'avait aucune catégorie pour cela. Ces hommes continuèrent de mourir en brun. Le 12 décembre, la 18e division de fusiliers ordonna au régiment de Dolgenkov d'exécuter un mouvement de débordement autour de la principale ligne défensive finlandaise au sud de Loimola. L'itinéraire traversait 8 km de forêt dense sans route. Le régiment se déplacerait en colonne, de nuit, guidé par des relevés de boussole. Dolgenkov protesta, et il avait 14 jours d'expérience opérationnelle en forêt finlandaise. Il savait ce qui arrivait aux colonnes soviétiques se déplaçant en forêt finlandaise la nuit. Son commandant de division l'annula. Le calendrier de Leningrad exigeait que l'opération se poursuive. Le régiment se mit en route à 17 h le 13 décembre. 1200 hommes. Chargement de combat complet. 40 traîneaux de ravitaillement tirés par des chevaux. La forêt se referma immédiatement sur eux. Le premier coup de feu retentit à 18h47. Un seul coup depuis l'obscurité, depuis quelque part à gauche, et un sergent en tête de colonne tomba sans un bruit. La colonne s'arrêta. Les officiers ordonnèrent aux hommes de riposter vers la gauche. Ils tirèrent pendant 4 minutes sur des positions qu'ils ne pouvaient pas voir. Puis la forêt fut à nouveau silencieuse. La colonne avança. Un autre coup de feu à 19h12. Un autre homme à terre. Un autre arrêt. 4 autres minutes de tir aveugle dans l'obscurité. Les chevaux tremblaient. Les hommes à l'arrière de la colonne ne pouvaient pas voir l'avant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait devant. Ils se tenaient dans le noir et attendaient. C'était le tir de harcèlement finlandais. Non conçu pour détruire la colonne, conçu pour l'arrêter, pour l'épuiser, pour la faire rester dans le froid. Une colonne stationnaire d'hommes par moins 30 degrés perd son efficacité au combat en 2 heures. Les hommes à l'avant craignent d'avancer. Les hommes à l'arrière ne voient pas assez pour réagir. Les officiers ne peuvent pas communiquer sur toute la longueur de la colonne. Les chevaux ne bougent plus. Les traîneaux se bloquent en travers sur un terrain inégal. Tout gèle. À 21h30, la colonne avait avancé de 2,3 km en 4h30. Dolgenkov arrêta le régiment et ordonna des positions défensives dans la forêt.
les hommes commencèrent à creuser le sol gelé avec des outils de terrassement. Le sol était gelé solidement sur une profondeur de 40 cm. Ils ne pouvaient en pas creuser. Ils allumèrent des feux à la place. Les feux étaient visibles à 2 km dans toutes les directions dans la forêt obscure. Des observateurs finlandais notèrent les positions. Des opérateurs radio rapportèrent les coordonnées. Des équipes de mortiers finlandaises s'installèrent à 3 km de distance et commencèrent à tirer à 22h15. À minuit, le régiment de Dolgenkov avait subi 290 pertes. Il n'avait localisé aucune position finlandaise. Il n'avait tiré aucune balle dont il sut qu'elle avait touché quoi que ce soit. Ses traîneaux de ravitaillement étaient dispersés sur 600 mètres de pistes forestières accidentées. 4 chevaux étaient morts. 17 hommes souffraient de gelures suffisamment graves pour nécessiter une évacuation. Il ordonna un repli à 1h le 14 décembre. Le repli fut pire que l'avance. Des hommes qui avaient été allongés par moins 30 degrés pendant 3 heures ne pouvaient pas se déplacer rapidement. Des soldats finlandais suivirent le repli, tirant des 2 flancs, ciblant les officiers dont les épaulettes reflétèrent la lumière des lueurs de bouches soviétiques. Au moment où le régiment atteignit le point de départ de l'opération de la veille au soir, 340 hommes étaient revenus. C'est alors que Dolgenkov s'assit dans la tente glacée et tenta de rédiger son rapport. Il n'était pas seul dans sa confusion. Sur l'ensemble du front finlandais en décembre 1939, des commandants soviétiques envoyaient à Moscou des dépêches que les historiens décriraient plus tard comme un document d'un choc psychologique institutionnel. Le général Kirill Meretskov, commandant le district militaire de Leningrad, reçut tout au long de décembre des rapports de ses commandants subordonnés utilisant un langage sans précédent dans les communications militaires soviétiques. Un commandant de division écrivit que ces hommes croyaient que les soldats finlandais pouvaient devenir invisibles à volonté. Un autre signala que les soldats finlandais semblaient incapables d'opérer pendant des jours, sans nourriture ni sommeil. Un commandant de régiment signala que des soldats finlandais tiraient avec précision dans une obscurité totale sur des cibles qu'ils ne pouvaient absolument pas voir. Rien de tout cela n'était surnaturel. Tout cela était explicable. Les soldats finlandais pouvaient opérer dans l'obscurité parce qu'ils s'y étaient entraînés. Les soldats finlandais pouvaient endurer un froid que les soldats soviétiques ne pouvaient pas, parce qu'ils portaient les vêtements appropriés et que leur corps s'était adapté aux hivers finlandais au fil de leurs années vécues en Finlande. Les soldats finlandais pouvaient tirer avec précision dans l'obscurité, parce qu'ils tiraient sur des soldats soviétiques qui avaient allumé des feux, qui se tenaient à découvert, qui faisaient du bruit, dont la position était évidente. Les soviétiques ne combattaient pas des fantômes, ils combattaient des hommes qui comprenaient l'environnement dans lequel ils se battaient. La différence entre ces deux choses était mortelle. Les rapports qui parvinrent à Moscou décrivaient des échecs tactiques en langage militaire, mais entre la terminologie précise apparaissait le langage d'hommes qui ne pouvaient pas expliquer ce qui leur arrivait. Un rapport de régiment décrivait des soldats finlandais qui se fondaient à nouveau dans la neige après une embuscade. Un autre décrivait une attaque qui venait de toutes les directions simultanément depuis des forces qui ne pouvaient pas s'être positionnées à ces emplacements. Un rapport de division d'après-action utilisait l'expression « la forêt elle-même était hostile » pour décrire les conditions sur l'isthme de Carélie. Ça, c'étaient des officiers militaires professionnels. Ils n'étaient pas enclins au mysticisme. Ils écrivirent dans un système qui punissait les rapports, admettant la confusion ou l'échec. Le fait qu'un tel langage apparaisse dans les communications militaires officielles soviétiques est une mesure à quel point les tactiques finlandaises avaient brisé le cadre cognitif que les officiers soviétiques avaient apporté en Finlande. Le régiment de Dolgenkov fut réaffecté le 18 décembre. Ses effectifs régimentaires s'élevaient à 680 combattants valides, contre 1200 au début du mois. Il reçut l'ordre de tenir une ligne défensive à l'est de Loimola, tandis que le commandement supérieur reconsidérait ses plans opérationnels. La reconsidération des plans s'effectuait
à chaque niveau de la structure de commandement soviétique simultanément. À la mi-décembre 1939, il était clair pour Meretskov et pour le maréchal Semyon Timoshenko, qui allait le remplacer au commandement en janvier, que le concept opérationnel soviétique initial avait échoué entièrement. Les suppositions sur lesquelles l'invasion avait été planifiée, effondrement rapide de la Finlande, déplacement aisé à travers le terrain finlandais, action blindée décisive, s'étaient toutes révélées catastrophiquement fausses. Les forêts de Finlande n'étaient pas les plaines d'Ukraine. L'armée finlandaise n'était pas l'armée polonaise, et les tactiques MOTI employées par les commandants finlandais n'étaient pas quelque chose pour lesquelles la doctrine militaire soviétique avait une réponse préparée. Au niveau stratégique, l'Union soviétique avait déployé une force écrasante contre une petite nation et avait été incapable de rendre cette force décisive. La question débattue à Moscou en décembre 1939 n'était pas de savoir si la Finlande était un adversaire coriace. La question était de savoir pourquoi l'armée rouge, la plus grande force militaire sur Terre, ne pouvait pas convertir cette résistance en victoire. Une partie de la réponse tenait au commandement. La culture militaire soviétique de 1939 fonctionnait sous une terreur spécifique à l'ère stalinienne. La Grande Purge de 1937 et 1938 avait exécuté ou emprisonné environ 35 000 officiers de l'armée rouge, dont 3 des 5 maréchaux, 13 des 15 commandants d'armée et 50 des 57 commandants de corps. Les officiers qui restaient étaient ceux qui n'avaient pas été dénoncés, et beaucoup avaient survécu en ne se faisant pas remarquer, en ne contestant pas les ordres, en rapportant ce que leurs supérieurs voulaient entendre plutôt que ce qui se passait réellement. Cette culture produisait un mode d'échec spécifique en Finlande. Les officiers qui comprenaient que les tactiques actuelles ne fonctionnaient pas répugnaient à le dire clairement, parce que le dire clairement invitait des accusations de défaitisme, ce qui, dans l'Union soviétique de Staline, était un chemin vers le peloton d'exécution. Ils rédigeaient donc des rapports utilisant un langage prudent, attribuant les échecs à la ruse ennemie plutôt qu'à l'inadéquation doctrinale, demandant davantage d'hommes et davantage d'équipements, plutôt que de remettre en question si l'approche fondamentale était erronée. Dolgenkov était conscient de cette dynamique, et son journal qui survécut à la guerre et fut examiné par des historiens finlandais après sa capture, montre un homme naviguant entre ce qu'il voyait et ce qu'il pouvait rapporter. Ses rapports officiels décrivèrent la force ennemie comme plus importante que prévu. Son journal décrivait un ennemi simplement mieux adapté au terrain. Il n'écrivit pas cela dans ses rapports. L'impact psychologique sur les soldats soviétiques fut grave et documenté. Les rapports des commissaires affectés aux unités de fusiliers durant décembre 1939 décrivaient une détérioration du moral à une vitesse qui surprit même les officiers politiques soviétiques qui étaient formés à anticiper les problèmes de morale et à les gérer. Le cœur du problème était l'invisibilité. Les soldats soviétiques savaient comment combattre un ennemi qu'ils pouvaient voir. Ils avaient été entraînés à charger, à tirer, à avancer contre un adversaire visible. Les tactiques finlandaises leur refusaient entièrement un adversaire visible. Des soldats soviétiques mouraient de coups de feu venus de directions qu'ils ne pouvaient pas identifier, tirés par des hommes qu'ils n'avaient jamais vus, depuis des positions qu'ils ne pouvaient pas localiser. Le rapport d'un commissaire politique du 14 décembre, récupéré sur une position soviétique débordée par les forces finlandaises près de Suomussalmi, décrivait la situation dans des termes allant au-delà du langage politique standard. Le commissaire écrivait que des soldats questionnèrent l'utilité d'avancer, lorsqu'avancer signifiait marcher vers un feu invisible. Il écrivait que des hommes dormaient à tour de rôle en groupe pour se réchauffer, à enrouler les uns autour des autres sur le sol, trop épuisés par le froid pour poster des sentinelles correctement. Il écrivait que plusieurs soldats avaient fait feu sans ordre pendant la nuit, tirant dans la forêt obscure sur des bruits qu'ils ne pouvaient pas identifier. Il ne décrivait pas ces hommes comme des lâches, il les décrivait comme confus. Il y a une différence. À Suomussalmi, l'ampleur de la confusion soviétique atteignit son extrême le mieux documenté. Les 44e et 163e divisions soviétiques avaient avancé sur Suomussalmi début décembre avec pour mission
de couper la Finlande en deux en son point le plus étroit. L'itinéraire traversait environ 80 km de contrées sauvages, une seule route à travers une forêt ininterrompue et des lacs gelés, avec rien de part et d'autre que des arbres, de la neige et le froid. Le colonel finlandais Hjalmar Silasvuo disposait de 11 000 hommes pour les arrêter. Les soviétiques en avaient 45 000. Silasvuo divisa ses forces et appliqua le principe du moti à grande échelle. Il coupa la colonne soviétique en plusieurs points simultanément, créa des poches isolées, puis détruisit méthodiquement chaque poche en séquence. La 44e division tenta de porter secours à la 163e. Les forces finlandaises découpèrent la 44e division en ses propres encerclements distincts. Début janvier 1940, environ 27 500 soldats soviétiques étaient encerclés dans des poches dans la région sauvage de Suomussalmi. Ils se trouvaient à 80 km de la base de ravitaillement soviétique la plus proche. La température était de moins 40 degrés Celsius. Ils avaient des vivres pour 4 jours. Et que des soldats soviétiques, dans les encerclements, envoyèrent à leur quartier général des messages radio qui furent interceptés et étudiés ultérieurement. Les messages décrivaient des conditions sans précédent dans l'expérience militaire soviétique. Des soldats découpaient la chair de chevaux morts pour se nourrir. Des hommes atteints de gelures étaient laissés sur place, tandis que les unités mobiles tentèrent des percées qui échouaient. Des officiers avaient perdu le contrôle de portions de leur commandement parce que les unités s'étaient fragmentées dans la forêt. Des hommes se rendaient à des soldats finlandais qui n'avaient pas d'installation pour accueillir des prisonniers. Les Finlandais ne pouvaient pas traiter 27 500 prisonniers. Ils n'avaient pas de camp, pas de transport, pas de nourriture pour eux. Ceux des soldats finlandais trouvaient parfois des soldats soviétiques qui avaient simplement cessé de se déplacer, qui s'étaient assis dans la neige et avaient gelé. Pas tués au combat, pas blessés, simplement arrêtés. Les rapports de première ligne finlandais décrivaient des soldats soviétiques qui semblaient avoir renoncé, non pas à cause d'une défaite au combat, mais par incapacité à comprendre ce qui leur arrivait. Le compte-rendu d'un officier finlandais décrivait la capture d'un peloton soviétique de 24 hommes qui s'étaient assis dans la forêt pendant 3 jours sans bouger. Leur lieutenant était gelé. Les hommes étaient rassemblés autour de son corps. Ils avaient de la nourriture. Ils avaient des munitions. Ils avaient simplement cessé de bouger. Dolgenkov n'était pas à Suomussalmi. Il se trouvait à 200 km au sud, se tenant son régiment réduit sur la ligne de Loimola. Mais les nouvelles de Suomussalmi parvinrent aux unités soviétiques sur l'ensemble du front par une combinaison de communications officielles et des réseaux informels qui existent dans toute armée. À la mi-janvier, les soldats soviétiques de son régiment savèrent que quelque chose de catastrophique s'était produit dans le nord. L'effet sur le moral fut mesurable. Les rapports des commissaires du régiment de Dolgenkov en janvier décrivent une augmentation des blessures auto-infligées. Pas des chiffres dramatiques. 3 cas confirmés en janvier. Mais 3 cas confirmés signifiaient que le nombre réel était plus élevé, car les blessures auto-infligées nécessitaient à la fois une blessure et un témoin qui la signalerait. Dans une armée où la peine pour lâcheté était la mort, le nombre de ceux prêts à se blesser puis à le signaler ne représentait que les plus désespérés. Dolgenkov écrivit dans son journal le 8 janvier « Les hommes comprennent maintenant que la Finlande n'est pas ce qu'on nous avait dit. Ils ne le disent pas ouvertement, mais ils le savent, et savoir change ce qu'ils feront lorsqu'on leur ordonnera d'avancer. » Ce qu'il décrivait était le rapport d'une armée avec son propre courage. Le courage dans les opérations militaires n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité d'agir, malgré la peur, soutenue par la conviction que l'action a un but et une chance de succès. Les tactiques finlandaises avaient systématiquement sapé l'un et l'autre. Des soldats soviétiques avançant à travers la forêt finlandaise n'avaient aucun but clair parce qu'ils ne pouvaient pas identifier un ennemi à vaincre.
ils n'avaient aucune chance visible de succès, parce que la forêt n'offrait aucun ennemi visible à tuer. Ils avançaient dans les ténèbres et mouraient de rien qu'ils pussent voir. C'était le génie psychologique du système Moti, et il n'avait pas été conçu comme une arme psychologique. Il avait été conçu comme une réponse tactique à des odes impossibles. La Finlande ne pouvait pas vaincre l'Union soviétique dans un engagement conventionnel. La Finlande n'avait d'autre choix que de combattre d'une manière qui annulait la masse soviétique. La destruction psychologique des unités soviétiques était une conséquence de tactiques conçues pour la survie, non une arme de terreur délibérée. Mais l'effet était le même. La réponse de Moscou aux échecs de décembre et janvier ne fut pas de remettre en question la prémisse stratégique de la guerre. Ce fut de remplacer les commandants et d'appliquer davantage de force. Le général Meretskov fut relevé de son commandement le 7 janvier et remplacé par le maréchal Timoshenko. Timoshenko était un commandant d'un autre type. Il comprenait que les échecs en Finlande étaient doctrinaux et institutionnels, non simplement une question de force insuffisante. Les premières actions de Timoshenko furent administratives. Il ordonna un arrêt des opérations offensives sur la majeure partie du front pendant qu'il réorganisait. Il établit des lignes de ravitaillement appropriées. Il ordonna des blouses de camouflage blanches pour toutes les unités d'infanterie, la demande que Dolgenkov avait soumise et qui lui avait été refusée en décembre. Il réorganisa la structure de commandement pour réduire les couches d'ingérence politique qui ralentissaient la prise de décision. Il exigea des rapports d'après-action honnêtes. Cette dernière exigence était la plus radicale. Timoshenko voulait savoir ce qui s'était réellement passé, non ce que les commandants auraient souhaité qu'il se passât, non ce que Moscou voulait entendre, ce qui s'était passé. Les rapports honnêtes qui parvinrent à Timoshenko en janvier 1940 dressèrent un tableau qui ne serait pas officiellement reconnu par l'Union soviétique pendant la guerre, ni pendant des décennies par la suite. Il décrivait des effondrements d'unités, des retraits non autorisés, des soldats trouvés gelés dans des positions qu'ils avaient abandonnées sans ordre. Il décrivait des unités d'artillerie ayant tiré leurs obus sans effet parce que la forêt absorbait les éclats. Il décrivait des équipages de chars qui avaient gelé à mort à l'intérieur de leurs véhicules parce qu'ils ne pouvaient pas en sortir sous le feu et ne pouvaient pas survivre sans chauffage. Le rapport de Dolgenkov au commandement réorganisé de Timoshenko, soumis le 19 janvier 1940, est l'un des comptes rendus les plus détaillés de l'efficacité tactique finlandaise ayant survécu de la guerre d'hiver. Il s'étendait sur 11 pages. Il décrivait les opérations de son régiment du 1er décembre au 15 janvier en langage précis, avec des chiffres de pertes exacts et des évaluations honnêtes de l'efficacité ennemie. Une section du rapport traitait spécifiquement de l'impact psychologique des tactiques finlandaises sur ses soldats. Dolgenkov écrivait « L'ennemi conduit ses opérations avec une extrême économie. Il n'assaille pas. Il ne charge pas. Il tire depuis des positions à couvert complet, puis se retire avant que nous puissions le localiser. Il en résulte que nos soldats ont tiré des milliers de cartouches sur un ennemi qu'ils n'ont pas une seule fois vu clairement. Cela a un effet spécifique sur la relation du soldat avec son fusil. Il ne fait plus confiance à son fusil pour le protéger, parce qu'il ne l'a jamais vu le protéger. Il tire dans les ténèbres et reçoit du feu depuis les ténèbres. L'effet psychologique est plus dommageable que les pertes physiques. Ce passage était suffisamment inhabituel dans le contexte des communications militaires soviétiques de l'époque que les historiens qui l'étudièrent ultérieurement le notèrent comme la preuve d'un officier ayant réfléchi soigneusement à ce qu'il avait vu, plutôt que de simplement le catégoriser. Dolgenkov décrivait quelque chose que des psychologues militaires, des décennies plus tard, en viendraient à comprendre comme le traumatisme spécifique de combattre un ennemi invisible. C'était différent de la peur de l'artillerie, qui était aléatoire. C'était différent de la peur de l'attaque aérienne qui venait d'en haut. C'était la peur d'être chassé par quelque chose qui pouvait vous voir, mais que vous ne pouviez pas voir.
les soldats finlandais n'étaient pas surnaturels. Dolgenkov le comprenait intellectuellement, mais dans son journal, c'est par opposition à son rapport officiel, il décrivit l'expérience depuis l'intérieur des lignes soviétiques dans un langage qui révélait combien cette compréhension intellectuelle était difficile à maintenir dans des conditions opérationnelles. Je sais que ce sont des hommes. Je sais qu'ils ont froid et faim et qu'ils ont peur comme nous. Mais mes hommes ne le savent pas. Mes hommes ne les ont pas vus. En l'absence de vision, l'esprit comble ce qui est là avec ce qu'il craint. La réorganisation de Timoshenko prit 6 semaines. Au 1er février 1940, il avait assemblé environ 750 000 soldats soviétiques sur l'isthme de Carélie pour une nouvelle offensive contre la ligne Mannerheim, le principal système de fortification défensive finlandaise. La force comprenait 6 000 pièces d'artillerie. La nouvelle approche n'était pas fondée sur les tactiques finlandaises. Elle était fondée sur la seule chose que l'Union soviétique possédait, que la Finlande ne pouvait catégoriquement pas égaler: la puissance de feu industrielle à grande échelle. La préparation d'artillerie de Timoshenko débuta le 1er février et se poursuivit pendant 11 jours. 6 000 canons tirèrent sur des positions de fortification finlandaises connues. Le bombardement n'était pas subtil. Il n'était pas conçu pour l'être. Il était conçu pour détruire chaque structure défensive finlandaise identifiée et pour détruire la capacité psychologique des soldats finlandais qui les tenaient. Cela, l'armée soviétique savait le faire. En terrain découvert, contre des fortifications fixes, avec des munitions illimitées et des milliers de canons, l'armée rouge était dévastatrice. Les soldats finlandais dans les bunkers de la ligne Mannerheim endurèrent 11 jours de bombardement que des survivants ont décrits comme ne ressemblant à rien de humainement survivable. Des positions renforcées en béton s'effondrèrent. Des abris souterrains se remplirent de concussions. Des hommes devinrent sourds. Des hommes perdirent la capacité de parler. Le régiment de Dolgenkov ne faisait pas partie de l'offensive de l'isthme de Carélie. Il resta sur la ligne de Loimola, dans la même forêt glacée où il avait passé l'hiver. La guerre de son régiment continua selon le schéma établi en décembre. Tirs de harcèlement depuis des positions invisibles. Raids finlandais occasionnels qui surgissèrent de la forêt et s'y évanouissaient. Le froid, l'obscurité. L'épuisement psychologique spécifique de combattre un ennemi qu'on ne peut pas voir. Le 17 février 1940, le même matin où Simo Häyhä gisait dans son banc de neige près de Kola et abattit 12 soldats soviétiques en 4 minutes, Dolgenkov écrivit dans son journal. La date n'est au notable qu'avec le recul. Il ne connaissait pas Häyhä. Il écrivit à propos d'un incident spécifique de la nuit précédente, lorsqu'un tireur d'élite finlandais avait tué 2 de ses officiers en succession rapide depuis une position qui ne fut jamais identifiée. Nous n'avons trouvé aucune trace de pas par la suite. Le sol était dur et le tireur d'élite avait été allongé sur la surface de la neige, non enfoncé dans celle-ci. Il n'a laissé aucune marque que nous puissions trouver. Il était là, et puis il n'y était plus. Mes hommes ne parlent pas de cet incident. Ils savent qu'il ne faut pas en parler. Mais je vois comment ils se déplacent lorsqu'ils traversent un terrain découvert. Ils se déplacent différemment de novembre. Ils ont appris quelque chose de ce pays qui ne peut pas être désappris. Ce que ces hommes avaient appris était la connaissance spécifique qu'ils étaient des proies, non pas des soldats dans un affrontement entre armées, des proies dans une forêt, chassés par des hommes qui connaissaient la forêt et que la forêt dissimulait. Cette connaissance, une fois acquise, n'est pas abandonnée lorsque la situation tactique change. Elle demeure. La ligne Mannerheim se brisa le 12 février 1940, 11 jours après le début du bombardement soviétique. Les forces finlandaises sur l'isthme se replièrent par étapes, combattant chaque kilomètre, mais incapables de tenir des positions fixes sous 6 000 canons. Le gouvernement finlandais, qui avait été conscient tout au long de la guerre que la Finlande pouvait retarder, mais ne pouvait finalement pas vaincre une Union soviétique pleinement engagée, ouvrit des négociations de cessez-le-feu début mars. Le traité de paix de Moscou fut signé le 12 mars 1940. La Finlande céda environ 11% de son territoire, dont la ville de Viipuri
et l'isthme de Carélie. L'Union soviétique obtint les concessions territoriales qu'elle avait initialement exigées en octobre 1939. La Finlande conserva son indépendance. La guerre avait duré 105 jours. Les pertes soviétiques dans la guerre d'hiver ne furent pas officiellement reconnues par l'Union soviétique pendant la guerre, ni pendant des décennies après. L'accès post-soviétique aux archives militaires a permis aux historiens de développer des estimations avec une confiance raisonnable. Le consensus savant est d'environ 126 000 soldats soviétiques tués au combat, environ 320 000 blessés, environ 5 600 chars détruits ou abandonnés, environ 900 appareils perdus. La Finlande perdit environ 25 000 soldats tués au combat, 43 000 blessés. Dans une nation de 3,7 millions d'habitants, c'était une catastrophe humaine. Chaque famille en Finlande fut touchée par la guerre d'hiver, mais la Finlande survécut. Dolgenkov survécut à la guerre d'hiver et rentra en Union soviétique en mars 1940. Il ne fut pas puni, ce qui n'était pas garanti. Il reçut une réaffectation de routine à un commandement dans le district militaire de Kiev. Donc son dossier mentionnait « expérience au combat en Finlande » sans autre précision. Son journal n'était pas avec lui lorsque son régiment fut débordé par des forces finlandaises lors d'une escarmouche près de Loimola en février 1940. Il avait été laissé dans un poste de commandement. Des soldats finlandais le récupérèrent. Il fut archivé par le renseignement militaire finlandais et demeura dans les archives finlandaises jusqu'aux années 1990, lorsqu'il fut étudié par des historiens examinant l'expérience soviétique de la guerre d'hiver. Il ne savait pas que son journal avait survécu. Il avait supposé qu'il avait été détruit ou perdu dans le chaos du repli. Le journal couvre 78 jours, de la guerre d'hiver du 1er décembre 1939 au 17 février 1940. Il contient 23 000 mots de la main de Dolgenkov. Des historiens militaires qui l'ont étudié le décrivent comme l'un des comptes rendus les plus complets de la guerre d'hiver au niveau opérationnel soviétique qui existe. Non parce que Dolgenkov était un officier exceptionnel, mais parce qu'il écrivit honnêtement à une époque où l'honnêteté dans les communications militaires soviétiques était dangereuse. Ce qu'il écrivit dans ce journal n'est pas un document d'analyse militaire. C'est le récit d'un homme tentant de comprendre quelque chose pour lequel son éducation, sa formation et son expérience militaire ne l'avaient pas préparé. Il était le produit d'un système militaire construit pour un autre type de guerre. Il arriva en Finlande en espérant y mener cette guerre. La Finlande refusa d'être le pays où cette guerre se combattrait. La phrase qu'il écrivit le 14 décembre, et ces 4 mots en haut de la page du rapport qu'il raya et réécrivit, n'apparut dans aucun de ses rapports officiels. Elle apparut seulement dans son journal. Ils ne sont pas humains. Il ne le voulait pas comme une déclaration de mépris racial. Il ne déshumanisait pas les soldats finlandais. Il décrivait, dans le seul langage dont il disposait à ce moment-là, l'expérience de combattre des hommes qui semblaient exister dans un rapport différent avec l'environnement que les hommes qu'il commandait. Des hommes qui avaient froid et ne gelaient pas. Des hommes qui étaient invisibles et mortels. Des hommes qui ne laissaient pas de traces et ne faisaient pas de bruit et n'étaient jamais là où on les attendait. Il savait qu'ils étaient humains. Il l'écrivit aussi plusieurs semaines plus tard, lorsqu'il avait plus de recul par rapport au pire de décembre. Il écrivit « Ils saignent. Nous avons trouvé leur mort. Ils ont froid comme nous. Ils ont peur comme nous. Mais ils sont aussi quelque chose que nous ne sommes pas, c'est-à-dire chez eux. Chez eux. » C'était la différence. Le soldat finlandais de décembre 1939 était chez lui dans un paysage qui détruisait le soldat soviétique. Non par courage, ni par idéologie, ni par capacité surnaturelle. Par adaptation, préparation et le type spécifique de connaissance qui vient de grandir dans un endroit et d'en apprendre chacune de ses humeurs. Les leçons de la guerre d'hiver furent donc soigneusement étudiées par des observateurs militaires d'Allemagne, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Les officiers allemands, en particulier, tirèrent des conclusions spécifiques des performances soviétiques en Finlande.
Ils notèrent la paralysie du commandement créée par l'épuration des officiers expérimentés. Ils notèrent la rigidité doctrinale qui empêchait l'adaptation. Ils notèrent les défaillances d'approvisionnement, les défaillances d'équipement et les défaillances de morale. Ce qu'ils ne notèrent pas pleinement, ou choisirent de ne pas noter pleinement, était l'autre conclusion, qu'une force plus petite, correctement adaptée à son environnement, employant des tactiques adaptées à cet environnement, pouvait imposer des coups dévastateurs à une force bien plus grande. Cette leçon existait également dans la guerre d'hiver. L'Allemagne ne l'appliqua pas 18 mois plus tard, lorsqu'elle entra dans les forêts de Russie. Les soldats finlandais qui combattirent la guerre d'hiver sont de vieux hommes aujourd'hui, où ils ne sont plus. Les plus jeunes conscrits de novembre 1939 étaient nés vers 1920. Ils ont 100 ans ou plus. La plupart sont morts. Leur pays a survécu. Simo Häyhä mourut le 1er avril 2002. Il avait 96 ans. Il avait survécu à l'Union soviétique. Le sort de Dolgenkov après 1940 n'est pas documenté dans les archives actuellement accessibles aux chercheurs. Il était vivant en mars 1940 à la fin de la guerre. Ce qui lui advint lors de l'invasion allemande de juin 1941, dans les premiers mois catastrophiques du front de l'Est, est inconnu. Son nom n'apparaît pas dans les registres de pertes soviétiques qui ont été numérisés. Il n'apparaît pas dans les registres d'officiers d'après-guerre. Il est peut-être mort en 1941. Ah, il a peut-être survécu et été englouti par l'anonymat dans lequel des millions de citoyens soviétiques disparurent. Son journal lui survécut. Il se trouve à Helsinki. Ce sont 78 jours d'un homme dans une forêt gelée, tentant d'écrire ce qu'il voyait, rayant les mots qui disaient la vérité et les réécrivant. Ils ne sont pas humains. Il avait tort. Ils étaient exactement humains. C'étaient des êtres humains qui comprenaient où ils se trouvaient, et c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous. Nous trouvons ces histoires oubliées chaque jour. Laissez un commentaire et dites-nous depuis où vous regardez. Et regardez cette prochaine vidéo. Vous n'allez pas croire ce que ces hommes ont accompli.